Bonjour à tous. Donc le titre de mon exposé, Psy, pourquoi tant de résistance? Vous connaissez tous l'expression pourquoi tant de haine? C'est pas tout à fait ça. Parfois ça pourrait s'en rapprocher. Alors, donc, je suis Paul-Louis Rabeyron, membre du comité directeur de l'EMI, pédopsychiatre de profession et responsable d'enseignement à l'Université catholique de Lyon. Donc, on va commencer par définition. J'ai mis un point d'interrogation parce que c'est très modeste comme définition, vous allez voir. Première définition, le psy. Donc, on peut distinguer les phénomènes dits paranormaux. Donc, vous êtes très instruit puisque Mario vous a montré la classification. Donc, je suis désolé pour les gens qui sont déjà bien au fait de ces questions, mais dans la salle, je pense qu'il y a des gens qui débutent, on va dire. Donc, avec les phénomènes d'ESP, donc de perception dite extrasensorielle, télépathique, clairvoyance, précognition, et de psychokinèse, PK, qui sont étudiés éventuellement en laboratoire. Et puis on a le paranormal spontané. Donc là, c'est des expériences dites exceptionnelles. C'est le terme qui l'emporte au niveau universitaire international actuellement, qui renvoie finalement à des expériences survenant dans la vie courante. Ça peut être les mêmes que celles du dessus, hein, c'est-à-dire de SP ou de PK. Ça peut être des choses plus spectaculaires ou plus troublantes. Des expériences plus complexes, de type par exemple Near-Death Experience, ou des phénomènes de poltergeist, de hantise, etc. Voilà. Donc le psy, quand je vais parler de psy, je parle de l'ensemble de ce champ-là. Voilà. Les résistances. Donc, il y a deux versants possibles au terme de résistance. Hein. Un côté positif finalement, la résistance historique, la résistance physique ou mentale, les lanceurs d'alerte à l'heure actuelle. Et puis un côté plus négatif, qui est celui, bien sûr, auquel on pense, en général, la résistance au changement, la résistance au sens psychanalytique, qui est finalement ni positive ni négative, hein, qui est une résistance à des phénomènes inconscients qu'on a du mal à accepter consciemment. Alors, psy, pourquoi tant de résistance? Évidemment, on va se centrer davantage un peu sur les aspects négatifs de la résistance face à l'ensemble du psy. Ça peut être l'existence même du psy, sa connaissance, sa théorisation, etc. Voilà le petit parcours auquel je vous encourage. Alors, première partie, résister. Les bases de nos croyances. Alors, finalement, nos croyances, elles ont un double fondement, on pourrait dire, à la fois affectif et cognitif. On sait, alors, il y a longtemps que les psychanalystes, bien sûr, parlaient de ces choses-là, mais ça a été vérifié pratiquement il y a quelques années par les neuropsychologues, hein, je pense à Damasio notamment, qui insiste sur cette dimension intriquée. C'est-à-dire que, évidemment, on croit d'abord parce qu'on est en lien affectif avec des gens qui nous transmettent un certain nombre de choses. Petit à petit, les choses s'organisent, donc plus, je dirais, plus rationnellement, mais c'est toujours quelque chose qui a des racines affectives. Donc nos croyances contribuent à nous constituer comme sujet dans notre rapport au monde, mais aussi dans notre rapport à nous-mêmes. Hein. La conception qu'on a de notre propre vie psychique, de notre propre fonctionnement corporel. Alors, petite question pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance des résistances. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre, répondez dans votre tête. Hein. S'il y en a qui veulent répondre oralement, ils peuvent le faire. Mais on est là demain encore. Hein. Alors, croire et douter. À quoi ou en qui avez-vous cru? Peut-être au Père Noël. Pensez aussi à ce à quoi vous avez pu croire, politiquement par exemple. Avez-vous parfois changé de point de vue? Pourtant aujourd'hui, si vous restez parfois dans le doute, n'avez-vous pas quand même quelques convictions? À partir de quand considérez-vous que vous croyez pour des raisons relevant de connaissances théoriques indubitables? Parce qu'on vous l'a démontré, par exemple. Suite à une expérience personnelle, par intuition. À partir d'une position plus idéologique, c'est-à-dire que vous vous dites, bon ben là, je crois ça, mais finalement, voilà, je ne peux pas bien le démontrer, etc. Sans doute différentes façons de croire. Finalement, résistez-vous? Diriez-vous que vous avez le sentiment parfois de résister, et si oui, à quoi? Ou pensez-vous être indemne de toute résistance? Absolute open mind, comme diraient les Anglais. Évidemment, peut-on ne pas croire, finalement, pardon, peut-on ne pas croire
et penser alors organiser ces résistances de manière plus ou moins subtile. Peut-être que résister, c'est vivre, finalement aussi. Hein. En cherchant une illustration sur le net, j'ai trouvé ça, résister, c'est exister. Peut-être. À quoi résiste-t-on et de quelle manière? Alors, je vais vous proposer une hypothèse double, qui va nous guider pour la suite. Nous résistons à la complexité du réel, source d'angoisse potentielle, et il existe différentes manières de résister. Donc là, pour ceux qui ne sont pas scientifiques de formation, c'est des résistances électriques, hein. Ça pourrait être presque un réseau neuronal, et on voit bien la complexité possible, les intrications possibles. Donc j'arrive à la deuxième partie de mon exposé, vision du monde et paradigme. Alors un petit peu de vocabulaire encore. Donc vision du monde, le terme allemand c'est le Weltanschauung, donc on doit au philosophe allemand 18e, 19e siècle. Donc voilà Kant par exemple qui dit l'intuition d'un tout, pour définir la vision du monde, ouvrant sur une idée du monde à laquelle ne correspond aucune connaissance théorique. Donc c'est intéressant, il est plutôt finalement du côté de l'intuition par rapport à ça. Alors le paradigme, donc là il faut que je m'arrête un petit peu plus longtemps sur ce terme. Là aussi, désolé pour ceux qui connaissent bien ces questions, qu'on doit à un philosophe et historien des sciences qui s'appelle Thomas Samuel Kuhn, et qui a eu pas mal de succès. Le paradigme, au sens de Kuhn, finalement, ça a défini la façon dont les scientifiques, s'appuyant sur des découvertes scientifiques relativement consensuelles, se représentent le monde. C'est un modèle qui se veut finalement cohérent, qui repose sur un certain nombre de principes. Le changement de paradigme correspond en général à des révolutions scientifiques qui arrivent à intégrer dans la nouvelle vision scientifique du monde des choses qui n'y rentraient pas, et notamment un certain nombre d'anomalies qui sont en périphérie de la connaissance en général. Alors il y a des exemples classiques, c'est-à-dire qu'il y a la vision du monde avant Copernic et après, même chose pour Newton, même chose pour Einstein et la relativité, la physique quantique. Du côté de la biologie, il y a l'avant et après biologie moléculaire. Et pour ce qui est de la psychologie des sciences humaines, on peut dire qu'il y a l'avant et l'après Freud, qui sera quand même, quoi qu'on en pense, celui qui va être le premier vraiment théorisateur de l'inconscient. Donc voilà, l'ouvrage de Kuhn, c'est la structure des révolutions scientifiques. Est-ce qu'on peut parler de paradigmes marginaux? Je me suis posé cette question et je vous la pose aussi, hein, sans attendre de réponse, peut-être après dans les discussions. Je pense que oui, parce que finalement, il y a un paradigme assez global, qui organise un peu le monde scientifique, on va y revenir, mais il peut y avoir à l'intérieur du monde scientifique classique et puis un peu en périphérie, des façons de voir assez marginales le monde. Qu'il est doux d'avoir un paradigme. Alors, à quoi sert le paradigme? Le paradigme, il a un usage social finalement, parce qu'il fait tenir à minima la société ou un groupe sur un certain nombre de bases communes. Et individuellement, donc il permet de se rattacher à une communauté d'humains partageant un minimum de croyances, voilà, fussent-elles scientifiques d'ailleurs, là aussi communes. Donc il y a des effets positifs qui sont assez évidents, parce que finalement ça permet d'être rassuré, hein, puisqu'on n'est pas seul à penser ce qu'on pense, et des effets négatifs de ce que j'ai appelé le kit paradigmatique, qui là nous ramènerait plutôt justement du côté de sa fonction idéologique, qui est de théorie de l'idéologie, de protection, et qui participe à la résistance au changement. Donc le chat nous dit « j'aime bien l'endroit où j'habite, parce que c'est pas loin de chez moi ». Donc le kit paradigmatique, c'est un petit peu ça finalement. Hein. On est bien au chaud intellectuellement. Alors, l'état paradigmatique actuel dominant au sein du monde scientifique. Chaque année, on fête, depuis une vingtaine d'années, la fête de la science. Hein. Mais finalement, le monde scientifique existe-t-il? L'avez-vous vu? Alors, je dirais oui et non. Oui, parce que, voilà, on a tous une certaine idée. Il y a des organismes de recherche, il y a des universités, il y a des gens qui font de la recherche scientifique, etc. Et non, parce qu'en fait, non. Non, parce qu'il n'y a pas un seul monde scientifique. Il y a des sciences, il y a des objets d'études différents, il y a des méthodes très différentes. Mais socialement, on a tendance à nous vendre une seule science, je dirais, a priori. Et quand même, chaque époque assez claire, et nos clercs à nous, finalement, c'est plus les théologiens qui discutent sur les femmes ont-elles une âme, ou etc. C'est des gens qui sont plutôt dans une recherche scientifique. Alors, il n'y aura pas d'interrogation écrite, après ce slide,
Mais je crois qu'on parle quand quelqu'un se dit scientifique, rationaliste, etc., à l'heure actuelle, il se réfère consciemment ou inconsciemment. Althusser avait écrit un petit opuscule qui s'appelle Philosophie et philosophie spontanée des savants, où il démontrait en quoi les savants souvent pensent être indemnes de présupposés philosophiques, et en fait, ils en sont remplis. Donc, voilà, vous allez voir le monde des ismes, donc rationalisme, positivisme, matérialisme, inductivisme, falsificationnisme, déterminisme, mécanisme, causalisme, objectivisme, réalisme, réductionnisme, disjonctivisme, etc. isme. Donc, je ne vais pas vous les décrire, ça serait une autre conférence. Voilà, retenez simplement qu'il y a plein de ismes comme ça qui sont à l'intérieur des savants et à l'intérieur de nous-mêmes. Finalement, c'est un peu comme des fées qui se penchent sur notre berceau. Paradigme et société contemporaine. Alors. Quelques caractéristiques de la société dite postmoderne. Alors, complexité renforcée et un réel qui nous échappe. Chaque époque, chaque société propose donc un kit paradigmatique permettant d'éviter de se confronter à des angoisses partiellement résolues par l'adhésion à telle ou telle croyance dominante. Ça peut être la religion, la référence au texte sacré, le rationalisme, hors de la raison, point de salut, telle ou telle doctrine politique, l'Europe c'est la paix, etc. Évidemment, plus la société se complexifie, plus cette réassurance paradigmatique rate, en quelque sorte. L'individu des peuples premiers peut s'appuyer sur le culte des ancêtres, un certain rapport à la nature qui lui donne des bases communautaires solides. Ça ne signifie pas qu'il est dégagé de toute angoisse, là on pourrait relire Ernesto de Martino, mais il vit dans une ambiance culturelle où la vision du monde est excessivement bien partagée. Dès lors, les sources de l'angoisse sont aisément localisables, que ce soit dans le monde extérieur, les animaux sauvages, les catastrophes naturelles, etc., ou intérieur, la possession, la maladie. Et ces modalités de traitement sont relativement bien connues et partagées par tous. Le rituel, le chaman, le guérisseur. Dans la société postmoderne qui est la nôtre, tout part un peu à Ueda, nous ne sommes même plus d'accord sur les faits. Hein, c'est-à-dire que les gens s'accusent les uns les autres de fake news. Et le réel dans lequel nous évoluons nous échappe, et semble d'ailleurs échapper aux experts par de l'intelligentsia elle-même. Qui avait prédit, rappelez-moi déjà, la crise de 2008 hein. La montée de l'angoisse collective et ses répercussions politiques. L'angoisse est dans le poste, finalement, entre guillemets, comme elle est au coin de la rue, jusqu'à envahir l'horizon d'un avenir devenant très incertain. Hein. L'avenir de l'humanité. Dès lors qu'y croire, et là on pourrait parler de la crise de la politique avec la montée des abstentions, dans un monde qui semble s'évaporer sous nos pieds et où le peu de contrôle que l'on pouvait espérer avoir sur lui s'effondre. L'éclatement des représentations et ses conséquences. Les éléments culturels partagés, qui caractérisent la société moins complexe et moins ancrée que la nôtre, ont donc explosé en un nombre incalculable finalement de représentations individuelles et portatives, je dirais. Donc ça débouche sur à chacun sa vérité, l'individualisme, la recherche du développement personnel, des oxymores en tout genre, là Bertrand en parlerait mieux que moi, par exemple le développement durable. Ce qui caractérise aussi ce monde postmoderne, c'est l'emballement productiviste d'une pensée analytique, matérialiste et réductionniste. Le monde des élites ne renvoie pas qu'à un vain mot. Et si le mouvement des Gilets jaunes a tenté de l'interpeller à sa manière, ce mouvement a contribué à dessiner des lignes paradigmatiques dominantes qui seraient trop longs de définir ici, mais dans laquelle, je pense, la référence en fait, à une certaine science et les rapports de l'esprit à la matière seraient loin d'être marginaux. Mais là, ça nous entraînera un petit peu loin. Je crois même que si ces lignes sont relativement peu évoquées par la plupart des hommes politiques, c'est parce que justement, elles sont à la base même de l'édifice qui organise notre monde. Et les deux grands matérialismes, finalement, pour rebondir sur un isme du XXe siècle, qui ont été le capitalisme et le marxisme, ou du moins la façon dont ils ont été exercés, s'appuyaient finalement, au-delà de leurs différences manifestes, sur des bases communes. On a pu d'ailleurs apprécier les effets dévastateurs sur l'environnement de ces deux productivismes qui ont toujours placé finalement la matière avant l'homme. Alors les technosciences, finalement, elles sont repérées comme à la fois cause, menace et rempart face à tout ça. Troisième partie, pareil que j'ai plus que 5 minutes, et le psy dans tout ça. Il est temps d'y venir, ou d'y revenir. Quelle place le psy occupe-t-il dans notre culture ? Il est partout, hein, sur tous les écrans, et pourtant souvent maltraité,
Il est marqué du saut de l'ambivalence, finalement, de la fascination au rejet, du rejet à la fascination, et il y a une extrême diversité des représentations le concernant. Chaque année, lors de mon premier cours à la fac Cato à Lyon, je propose aux étudiants d'associer sur le terme paranormal, et je peux vous dire que ça part vraiment dans des tas de directions qui vont du surnaturel jusqu'à la science, en passant par le scepticisme, etc. Le psy, finalement, c'est l'insupportable, dans un monde qui s'est bâti sur un certain nombre de principes opposés à lui. Le psy attaque tous les ismes qu'on a vus précédemment, parce qu'il interroge les liens entre matière et l'esprit, comme ceux qui existent de manière subtile entre les êtres, le concept de temps, la reproductibilité, etc. etc. Donc c'est un château de cartes qui s'effondrerait. Alors on pourrait être tenté, dans un premier temps, de se dire, voilà, les méchants scientifiques, si on rebondit sur ce qui a été dit par Renaud notamment, c'est-à-dire cette difficulté à rentrer dans le monde académique et localiser les résistances là, vous allez voir que je vais un petit peu en parler, mais pas que ça. Nous n'aimons pas ne pas comprendre. Hein. Dès lors, la volonté de donner du sens l'emporte souvent, et cela peut conduire à des conclusions hâtives qui viennent se glisser au sein même de certaines tentatives de théorisation du psy. Donc je ne sais pas si vous lisez, c'est plus on essaye de rentrer dans le moule, plus on ressemble à une tarte. Pour comprendre un peu les résistances, il faut parler des caractéristiques du psy, donc sa complexité dans sa phénoménologie, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure avec la classification que Mario a rappelée de Thomas, ça part dans des directions là aussi assez différentes, et dans son étude qui est forcément pluridisciplinaire. C'est-à-dire que si on aborde le psy uniquement avec les sciences humaines, on va dans le mur, et si on l'aborde uniquement avec les sciences expérimentales, on y va aussi. Donc ça, c'est la complexité du psy et de la façon d'étudier. Et puis son élusivité. Sa reproductibilité difficile quand on essaye de l'attraper en laboratoire. Et le trickster, bon, j'ai pas le temps de développer, parce que s'il y a des questions, Renaud le fera mieux que moi, qui est finalement un concept développé par un parapsychologue, anthropologue, Hansen, qui parle de la même chose un peu que l'élusivité, c'est-à-dire ce côté insaisissable, pour dire les choses très vite. Donc vous voyez quelques exemples. Hein. En haut, vous avez Saint Joseph de Cupertino, qui était, à ma connaissance, le seul moine volant capable de léviter en arrière en emmenant quelqu'un avec lui. Bon, si je vous dis ça, vous dites ça y est, là, il est psychiatre, mais il est un peu... Vous voyez, donc on est dans la complexité, là. Vous avez à droite les cartes de Zener, donc, de Joseph Banks Rhine, le père de la parapsychologie expérimentale, et où là, il a buté d'une certaine manière sur l'élusivité avec le phénomène de déclin, c'est-à-dire que ça a très très bien marché au début, et puis, etc. Et le Gansfen en dessous, auquel Mario a fait allusion, bute aussi sur cette question, puisqu'il faut aller chercher des méta-analyses pour trouver quelque chose qui puisse ressembler à une éventuelle reproductibilité. Et puis la voyante, là, si les voyantes disaient toujours « l'avenir, ça se saurait », enfin, ce que je veux dire, c'est que ça ne veut pas dire qu'elles ne le disent pas de temps en temps, mais quand on est dans le paranormal spontané, on est aussi dans l'élusivité. Alors, les deux formes de résistance face au psy, on arrive au cœur de notre sujet. Alors, voilà, là, en général, quand on parle de résistance face au psy, on pense à ça. Donc la position dite sceptique ou pseudo-sceptique, parce qu'on n'est jamais trop sceptique finalement. Donc pseudo-sceptique, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment sceptique, c'est-à-dire qui ne pousse pas la rationalité au bout. Ou encore zététique, j'ai mis la photo de Henri Brock. Hein. Donc là, il s'agit de nier l'existence même du psy, et ça entretient ce que Bertrand appelle, Bertrand Meos, le tabou académique. Donc là, en termes psychologiques, on est pratiquement devant une forme de déni, puisque c'est la négation même du vécu. C'est-à-dire, quoi qu'on pense, ou quelle que soit la façon dont on a envie d'analyser les choses, il y a des gens, par exemple, qui vivent des NDE, il y a des gens qui pensent avoir vu des soucoupes ou des petits hommes verts. Voilà, donc on est obligé déjà de partir de ça, on ne peut pas nier ça. Et c'est une critique souvent sans connaître les travaux existants, et c'est une position a priori, plutôt que de partir de la réalité des faits. Mais, il y a aussi une position qui peut sembler plus ouverte par rapport au psy, mais qui peut être réductrice. Hein. Donc c'est une position qui dirait rien n'est impossible d'une certaine façon. C'est pour ça que j'ai mis le petit dessin en haut à droite. Alors là, c'est la négation de la complexité et de l'élusivité du psy, et ça peut entretenir des visions et des théorisations partielles du psy. Donc on pourrait dire que le croire, hein, ça nous ramène au début de mon exposé, l'emporte sur le savoir. Hein. Là, il s'agit de limiter le psy à certains de ses aspects, ou à certaines de ses interprétations, y croire, mais avec une certaine idée de là où on peut le trouver, et de la meilleure façon de s'en approcher, de le comprendre. Alors je vais être un peu plus clair. Donc j'y crois, donc j'y suis. Alors, c'est ceux par exemple pour qui tout est bon, car leur croyance en l'alternatif et au merveilleux l'emporte sur tout le reste. Le triangle des Bermudes, le monstre du Loch Ness, tout est bon. Les médecines alternatives, voilà. Les tenants du New Age et d'un certain spiritualisme que je qualifierais naïf, propice aux amalgames et au manque de discernement.
un peu de méditation, un peu de physique quantique, hop, le tour est joué. Les adeptes d'une distance amusée, se satisfaisant du réalisme fantastique, leur évitant de s'engager. Là, c'est un peu les surréalistes au début du siècle, ou les fortéens de Charles Fort. Les croyants en une religion quelconque, qui vont garder pour le psy une place particulière, marquée souvent du saut du clivage, Dieu ou diable, pour dire les choses rapidement. Et puis, la dernière catégorie, certains chercheurs en parapsychologie eux-mêmes, qui, confrontés aux difficultés réelles de théorisation du psy, finissent par craquer. Donc là, il y a différentes façons de craquer. Ça peut être en devenant plus sceptique que les sceptiques, on en a connu. Ça peut être en ne se centrant que sur les aspects psy, PSY, délaissant la réalité finalement du psy. Renaud y a fait allusion. Ça peut être ne plus raisonner qu'en statisticien, essayant de s'adosser aux sciences orthodoxes classiques et étant dans un monde uniquement de chiffres. Ça peut être surtout rejeter un certain nombre de données, y compris expérimentales. Vous aurez compris qu'une fois de plus, dans tous les cas, c'est vraiment la complexité et l'illusivité du psy, relativement insupportable, qui finit par porter atteinte aux fonctionnements mentaux, on va dire, y compris les chercheurs, qui peuvent avoir tendance eux-mêmes à faire une espèce de sélection dans les données. Consensus et controverse cohabitent en permanence. Il y a encore des gens, vous le savez, pourcentage relativement important de gens qui pensent que la Terre est plate et que c'est le Soleil qui tourne autour d'elle. Mais quand même, à une époque donnée, il y a un certain nombre de paradigmes auxquels on adhère tous, plus ou moins, et qui fait office de consensus. Pour le psy, il y a une absence majeure de consensus pour l'ensemble du champ du paranormal et du psy en particulier, par absence de ce que je qualifie de minimum culturel commun. Mario a rappelé qu'à l'IMI on essaye d'éduquer, c'est-à-dire qu'il s'agit finalement, quelle que soit la façon dont on le théorise, de partir au moins sur des bases phénoménologiques existentielles communes. Et là, le propre de notre société, de par sans doute la façon dont les choses sont traitées médiatiquement, c'est qu'il n'y a pas ce minimum culturel commun qui existe dans les sociétés dites primitives, qui ne parlent pas de psy, qui parlent d'autre chose, mais qui vont à peu près se mettre d'accord sur ces choses élusives et invisibles. Donc voilà, par rapport aux ovnis, on peut dire qu'il n'y a pas de minimum culturel commun, par exemple. Peut-on échapper à la croyance? J'ai toujours raison, et je n'en veux pour preuve que ceux qui diraient le contraire auraient tort. Alors non, on ne peut sans doute pas échapper à la croyance. Et puis, oui, un peu, peut-être. De quelle façon? Grâce à la métapsychique. Parce que finalement, la métapsychique, c'est le lieu où, je crois, on peut aborder les choses avec les différents angles d'attaque possibles et qui sont nécessaires, qui vont de la psychologie à la physique, en passant par la biologie, la sociologie, etc. Et c'est la seule façon, je pense, en discutant les uns avec les autres, à éviter d'être trop réducteur sur ces phénomènes qui sont quand même très complexes. Qu'en tirer sur la nature même du psy, c'est sans doute la question la plus intéressante, et c'est celle que je ne vais pas traiter. Mais je crois qu'on a toute la journée pour y répondre, notamment lorsque les questions théoriques seront abordées, et je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir organisé d'abord ce colloque passionnant. Il est toujours intéressant d'étudier les phénomènes à contrario. Imaginons que la société actuelle accepte complètement les phénomènes parapsychologiques. Qu'est-ce que ça donnerait? Je crois qu'on a un aperçu de ce que ça pourrait donner en regardant les cultures africaines. Bon, j'ai l'occasion d'aller souvent là-bas. Et c'est assez sidérant. Vous avez des gens qui sont des bacs plus 12 et qui ont des vies parallèles, si vous voulez, avec des phénomènes de gris-gris, de projection de la pensée à distance, etc., etc. Quand, par exemple, il y a un changement de président en Afrique, le nouveau président ne va jamais aller habiter dans le palais du précédent, enfin à l'endroit du palais où habitait le précédent, parce qu'il a peur qu'il ait laissé des gris-gris, etc. Donc il y a probablement, peut-être aussi, dans la communauté scientifique actuelle, une crainte d'un retour à la pensée magique. La pensée magique, il ne faut pas oublier, était massive en Grèce avant l'apparition des premiers philosophes, avant que les Platon et Aristote. Toute la société grecque passait son temps chez les voyantes, et Pythie. Et donc, il y a probablement dans la communauté scientifique la crainte de voir réapparaître ce type de comportement qui, effectivement, est très déroutant, ça c'est sûr. Dans la résistance, il y a peut-être un peu cet aspect-là qui compte. Voilà, c'est juste un commentaire que je voulais faire. Oui, je dirais que finalement, le comble peut-être dans notre culture de la société magique,
c'est ne pas savoir quelles sont les bases, justement, théoriques qui fondent notre démarche, notre réflexion. Donc c'est peut-être parfois la sous-estimation de tous ces ismes. Donc la pensée magique est aussi du côté de la science. Par rapport à ta première remarque, je ne sais pas ce que ça donnerait. Les auteurs de science-fiction ont pas mal écrit là-dessus, hein, sur un monde où le psy serait plus présent. Donc il y a des spécialistes dans la salle, je pourrais les laisser répondre. Sans doute le meilleur ou le pire, parce que finalement, nous, on est du côté d'une espèce de recherche fondamentale qui s'intéresse au réel dans toute sa complexité. Je ne l'ai pas développé, mais une des caractéristiques aussi de notre société, c'est la séparation des sciences et le fait d'étudier le réel à travers des petits bouts, de plus ou moins grands bouts du réel. Avec l'approche parapsychologique, on est obligé de prendre le réel dans l'ensemble des bouts. Quand on fait de la recherche qui essaie d'être fondamentale, eh ben, on délivre après l'information, et puis après la société s'en empare et elle en fait ce qu'elle peut en faire, pour l'interrogation. Oui, on a tous, bien sûr, chacun on a notre perception de ces questions qui est très fondamentale, qu'on a discuté par ailleurs ensemble. Il est certain que même les chercheurs qui sont dans ces domaines, en parapsychologie, ils ont différents points de vue sur cette question. Et il y a certains qui considèrent effectivement que tant que ça reste un micro-phénomène qui se manifeste plus ou moins de manière contrôlée et occasionnelle, tant que ça reste élusive, on est protégé d'une certaine menace qui peut venir si on le maîtrisait complètement. Donc la question de qu'est-ce qui se passe s'il y a une maîtrise totale, pour moi l'analogie ne serait pas l'Afrique, parce que justement là, il y a une certaine intégration et on peut dire on peut vivre avec, mais l'analogie, ça serait le nucléaire, ou ça serait quelque chose de cet ordre-là, où ça peut aller dans un sens ou l'autre. Et donc moi, à titre personnel, je pense qu'il n'y a que chacun à titre personnel qui peut répondre. J'ai moins en moins confiance en l'espèce humaine de bien utiliser les choses qui viennent, mais en même temps, on a des choses qui sont extraordinaires actuellement. Donc, est-ce que cette non-maîtrise, parce que c'est là qu'il s'agit de cette question, une généralisation du psy, est-ce que c'est une menace réelle? On peut dire non, parce que tant que ça reste élusive, tant qu'on ne les maîtrise pas, ça ne va pas être une menace. Mais on peut faire l'hypothèse. Et si c'était, comme c'est ça la question, et si ça devenait quelque chose de généralisé, comment on peut vivre? Et moi, je pense qu'on ne peut pas vivre si c'était réellement généralisé. Je pense que que la biologie et les métapsychiques ne peuvent pas co-vivre à 100%. La biologie est faite pour focaliser le regard sur un certain espace-temps, sur certaines choses qu'on vit face à face, en quelque sorte, sur notre propre histoire. Et si on était complètement ouverte, mais complètement, sans limite dans le temps, sans limite dans l'espace, sans limite dans la causalité, ça serait effectivement immédiatement invivable. Donc je pense que si jamais cet état existait dans le Big Bang, ou je ne sais pas, s'il y a un principe de cet ordre-là, il ne peut pas s'incarner et vivre aussi dans la société, dans la biologie. Ça, c'est mon propre point de vue, mais on a chacun des points de vue très différents là-dessus. Le nom du moine qui se promène dans les airs. Saint Joseph de Cupertino. Mais bon, j'ai pris son exemple, mais les phénomènes mystiques, enfin les phénomènes extraordinaires chez les mystiques, chrétiens ou d'autres religions, sont légion. C'est ce qu'on appelle la géographie. Il y en a aussi en milieu spirit, voilà. Donc là, on est du côté de l'exceptionnel dans l'exceptionnel. Oui, il était particulièrement exceptionnel parce que les témoignages sont très très abondants par rapport à Saint Joseph de Cupertino. Donc c'est un ovni, c'est un vrai ovni. Bon, sauf que lui, il décolle, du côté atterri. Oui, même s'il y a beaucoup de phénomènes attestés, il y a beaucoup de témoignages, notamment tout ce qui concerne les capacités de bilocation, dont d'ubiquité. On est avec des centaines de témoignages pour certains mystiques. C'est difficile de les faire rentrer en laboratoire. Alors justement, bonjour. Quand on voit cette possibilité de théorisation hâtive,
Et la proposition nécessaire et courageuse, mais vraiment merci, de proposer un minimum culturel et avec cette mission d'éducation. Comment est-ce que vous vous positionnez? Quels sont vos choix, vos arbitrages pour ne pas basculer dans une théorisation hâtive? L'échange de paroles. C'est-à-dire qu'on discute entre nous. Et je pense qu'au niveau du comité directeur, il y a des gens qui sont de formation philosophique, médicale, biologique, psychologique, technique, technologique, physique, etc. J'en oublie sans doute, désolé. Psychanalytique. Bon. Et on voit bien comment parfois, s'il y avait que des physiciens autour de la table ou que des psys autour de la table, là, on pourrait peut-être basculer. Vous voyez, on pourrait aller dans une seule des directions. Et comment c'est le fait de discuter entre nous de manière pluridisciplinaire qui nous protège jusqu'à un certain point. On n'est pas les mieux placés, finalement, pour nous-mêmes parler de nos propres résistances. C'est vous qui nous le direz peut-être à la fin de la journée. Mais on essaye de faire comme ça, de discuter entre nous. Et je dirais pas seulement entre nous, parce que justement, l'ouverture à l'international, là, on a passé 5 jours à discuter avec des personnes venant de tous les coins de la Terre, littéralement, et qui ont passé leur vie dans ces questions. Mais le principe de dialogue est l'essentiel, je pense, et aussi une certaine rigueur, parce que ces dialogues ne sont pas simplement des dialogues pour passer du temps. Il faut publier, il faut passer par de référés. Enfin, il y a la science est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose parce qu'elle a développé au cours du siècle quelques approches pour être sûr qu'on filtre aussi des choses et qu'on les teste. On teste leur plausibilité vis-à-vis l'autre et les autres. Donc ça c'est une aussi. Je ne sais pas si Renaud peut-être tu voulais dire quelque chose là-dessus. Juste, vous l'aurez compris, on n'est pas anti-scientifique du tout. Au contraire. Simplement, on pense qu'il y a besoin de plusieurs sciences. De la même manière, on est plutôt sur une position qu'on pourrait qualifier de rationaliste, mais rationaliste ouverte et rationaliste pas parce qu'elle est devenue, dans l'aspect défensif, rationalisme méthodique, oui. Renaud. Effectivement, c'était les points à soulever, c'est qu'il y a une communauté scientifique qui n'est pas gigantesque, qui n'est même pas très fortunée, mais qui existe. C'est 350 membres dans la Parapsychological Association, qui est un peu la structure professionnelle au niveau international. Et il y a à peu près 6 revues spécialisées, mais on publie également dans tout ce qui est revues de psychologie, de physique, on dit mainstream, normal. Et en fait, le fait de publier, c'est pas juste pour la gloire, c'est qu'on soumet à d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec nous. Et on doit réussir à trouver des points de compréhension, d'entente sur ce qui est la présentation des données et leur interprétation. Et tout ça, c'est un processus qui prend énormément de temps, et donc aussi d'argent, etc. Et on pourrait dire qu'il y a des progrès qui ne vont pas aussi vite que certains théoriciens, effectivement, mais sur 150 ans, il y a quand même des progrès. L'affinage des objets, la théorisation, la compétition entre les différents modèles, elle est quand même réelle, et les congrès sont quand même des choses qui nous permettent au-delà de la rencontre, de la solidarité, des choses comme ça, de confronter beaucoup nos idées, et c'est ça, je pense, l'intérêt. Oui, il nous semble aussi qu'il y a de plus en plus d'équipes en milieu universitaire ou de recherche officielle qui flirtent, on va dire, des flirts parfois assez poussés avec ces questions quand même. Oui, je voulais répondre à une question qui a été posée tout à l'heure sur Saint-Joseph de Cupertino. Ceux qui sont intéressés peuvent retrouver ça dans le livre de Métanoïa. Oui. Un très bon livre sur les mystiques, il y a beaucoup de choses dedans. Oui, c'est le livre d'Aimé Michel. Oui. Et puis je voudrais compléter sur le minimum culturel commun, parce que j'ai trouvé que les réflexions tout à l'heure là, sur le fait qu'est-ce qui pourrait nous aider à mieux vivre l'incertitude, notamment mieux vivre entre guillemets, être capable d'avoir un vide sans avoir besoin de le remplir tout de suite, ou aussi le fait de diminuer nos niveaux d'attente. Et je trouve que justement dans le cadre de l'IMI et des collaborations internationales, on trouve d'autres cultures, comme les cultures asiatiques, qui sont beaucoup plus à la base ouvertes sur le vide, parce que c'est eux d'ailleurs qui ont inventé le zéro, c'est pas pour rien, parce que les Grecs avaient trop peur du zéro. Et je pense que justement ces collaborations, ça permet d'intégrer des nouvelles façons de penser, de valeurs, et qui peuvent justement travailler plus sur l'intérieur, parce que quelque part cette peur du vide, c'est un problème personnel, et tant qu'on ne travaille pas, de toute manière, on aura la réflexion dans la société.
Bien d'accord.